à tous et à toutes. Alors, en fait, ce qui m'a amené à être sollicitée pour introduire le webinaire d'aujourd'hui, c'est le fait que, à lire écrire, nous avons réfléchi à un dispositif qui pourrait être une alternative au passage du permis de conduire et qui travaillerait la mobilité de façon globale et en particulier donc l'apprentissage du vélo et tous les apprentissages qui tourneraient autour de la possibilité d'utiliser les transports en commun. Et donc, je ne vais pas vous décrire aujourd'hui ce dispositif, mais je vais plutôt faire un relevé d'éléments qui nous ont amenés à ce dispositif. Donc, d'abord, si être mobile, c'est un atout pour l'insertion socio-professionnelle des demandeurs d'emploi, qu'ils soient belges ou d'origine étrangère, c'est aussi être mobile, c'est aussi récupérer du pouvoir, gagner en liberté et en autonomie. Alors, les possibilités de mobilité sont aussi révélatrices de situations d'inégalité et de sources d'exclusion. Ainsi, une enquête mobilité qui a été menée à l'époque par le CSEF de Tournai, donc elle date de 2008, révèle que 48% des demandeurs d'emploi ne possèdent pas de permis de conduire. Une autre enquête qui a été menée donc aussi vers 2010. Donc cette enquête, c'est l'enquête Belle Dame. Donc c'est une enquête qui avait été commanditée par le SPF Mobilité et Transport, révèle que les non-diplômés ou les diplômés du primaire éprouvent de grandes difficultés à se déplacer. Donc, parmi ceux-ci, la moitié d'entre eux le fait sans difficulté et 35% de personnes éprouvent une impossibilité avec au moins un mode de déplacement. Alors, lorsque l'on aborde la question de la mobilité, elle est souvent abordée par le biais de l'accès au permis de conduire et de la possession d'un véhicule, comme le montrent des témoignages de professionnels de l'insertion professionnelle, socio-professionnelle. Donc, les demandeurs et demandeuses d'emploi sont régulièrement confrontés à des difficultés d'accès à l'emploi à cause de problèmes de mobilité. Posséder une voiture coûte cher et ne garantit pas d'arriver à l'heure au travail. Donc, toujours l'enquête mobilité du CSEF montre que 97% des acteurs en lien direct avec la mise à l'emploi voient quotidiennement des demandeurs d'emploi renoncer à un travail faute de pouvoir se rendre. Et ils sont 87 à mentionner qu'il arrive très souvent qu'un employeur demande le permis de conduire alors que le poste à pourvoir et les missions qui sont demandées ne le justifient pas. Alors, il est bien sûr légitime d'avoir envie de posséder un véhicule et de pouvoir bénéficier, en tout cas, des avantages qu'apportent les déplacements en voiture. Mais pour certaines personnes, l'obtention du permis de conduire reste un incontournable en raison de zones qui sont peu desservies par les transports en commun, la réalité du métier ou la localisation de l'emploi. Mais l'obtention du permis de conduire est un parcours qui est souvent semé d'embûches pour les personnes d'origine étrangère. Alors, pour illustrer ces obstacles, on peut citer en exemple des décisions politiques qui ont été prises et qui ont davantage encore compromis la possibilité d'obtenir le permis de conduire. Donc, en 2017, une réforme de la passation du permis de conduire théorique a montré ses effets dès 2018, où le taux de réussite du permis de conduire a atteint les 28%, alors qu'il était de 10 points supplémentaires auparavant. Alors, la même année, la possibilité de passer son permis de conduire en ayant recours à un interprète a été supprimée. Donc, depuis 2018, alors que c'était possible avant de pouvoir passer son permis de conduire avec l'aide d'un interprète, depuis 2018, le passage du permis de conduire doit se faire dans une des trois langues nationales ou en anglais. Alors, citons encore des obstacles économiques. Donc, passer son permis de conduire coûte cher.
La possibilité de le passer en filière libre qui offre des avantages au niveau économique, mais qui peut être enfin, rendu difficile par la difficulté de pouvoir avoir un guide ou encore ben, le fait de simplement de posséder un véhicule qui coûte cher aussi. Alors, être mobile, c'est plus que la possibilité de se déplacer d'un endroit à un autre avec un moyen de transport ou en combinant plusieurs moyens de transport. Être mobile, c'est une compétence qui est complexe et qui nécessite la maîtrise de nombreuses compétences de base. Donc, je vais citer les capacités de pouvoir se représenter, de représentation dans l'espace, des capacités d'abstraction, pouvoir gérer de l'information, pouvoir lire des plans, pouvoir comprendre des consignes, maîtriser la langue, maîtriser aussi l'écrit, respecter le code culturel, pouvoir résoudre des problèmes, planifier, gérer du temps, utiliser des dispositifs techniques et numériques, et aussi pouvoir se projeter et s'adapter. Alors, face à ces obstacles nombreux qui se dressent pour l'obtention du permis, mais aussi à la prise de conscience de plus en plus grande des problèmes environnementaux liés à l'utilisation de la voiture, pourquoi pas ne promouvoir des solutions alternatives qui contribuent ou pas à l'usage de différents moyens de transport. Alors, bien sûr, chaque situation est différente et nécessite de prendre en compte l'environnement de la personne, mais également de son histoire. Par exemple, les questions de mobilité ne se posent pas de la même façon selon que l'on habite en zone rurale ou en zone urbaine où le réseau des transports en commun est beaucoup plus dense et mieux distribué. Alors, pour prendre l'exemple de lire écrire, l'association où je travaille, une partie de nos publics, peu ou pas scolarisés, d'origine étrangère, n'a jamais appris à rouler à vélo. Pour ces mêmes publics, les difficultés de lecture et d'écriture entraînent des difficultés dans les possibilités de déplacement. Alors, ceci implique de concevoir des dispositifs de formation ou autres, pas forcément de formation, qui prennent en considération les situations singulières de chaque personne sur base d'un diagnostic en matière de mobilité. Quelle est la position de la personne par rapport au déplacement en général? Quelle est sa position par rapport au déplacement en transport en commun? Par rapport au fait de posséder ou pas une voiture? Cela implique aussi de lever des réticences, des craintes et de rassurer et de développer de nouvelles compétences. Alors, j'ai parlé d'un point de vue, enfin, plutôt du côté des demandeurs d'emploi, mais il y a certainement, sans doute aussi, des démarches de sensibilisation à faire auprès des entreprises, du personnel qui accueille les publics d'origine étrangère dans les centres de passation de permis de conduire et aussi auprès des politiques. Voilà, donc j'ai terminé. Les présentations qui vont suivre s'attacheront à montrer plusieurs expériences mises en place pour apporter des solutions aux freins et obstacles à la mobilité. Le dispositif que je vais présenter ici, c'est un dispositif qui a été pensé, en tout cas élaboré en collaboration avec, entre le CIEP à Tournai et Multimobile, donc deux ASBL qui ont réfléchi à l'élaboration d'un dispositif de formation à destination d'un public non francophone pour la passation du permis théorique. Voilà, donc le nom du dispositif a un peu évolué au fil des années, mais l'idée reste la même. Donc en fait, ce dispositif est né d'un double constat. Et voilà, une vague de restrictions bien exposée par Sabine, des restrictions vis-à-vis de l'accès au permis théorique. Hein. Donc, première, première vague de restrictions avec la suppression des équivalences de permis. Donc, suite à la vague migratoire de 2015, des personnes qui avaient un permis syrien, afghan, n'avaient plus la possibilité d'avoir une équivalence de leur permis. Hein.
pratique. Et puis ensuite, la possibilité de passer son permis théorique avec un interprète n'a plus été possible non plus. Et l'autre constat, c'était que puisque des personnes étaient arrivées en 2015, à partir de 2016-2017, ils avaient déjà le souhait, d'accéder au marché du travail. Hein. Donc, on voyait voilà, des personnes qui étaient vraiment bloquées ou en tout cas freinées dans leur insertion socio-professionnelle à cause de cette impossibilité de faire reconnaître leur permis ou en tout cas de le repasser, quoi. Et donc, en Wallonie-Picarde, le tissu économique est tel que la mobilité est vraiment au cœur des enjeux d'insertion socio-professionnelle, parce que pour se rendre dans un zoning, que ce soit aux abords de Tournai ou Moucron ou Ath, voilà, sans véhicule, c'est vraiment le parcours du combattant, quoi. Donc voilà, ce double constat, je vais un peu plus rentrer dans la manière dont ça s'est traduit avec quelques chiffres. Donc en 2017, Multimobile et le CIEP collaborent pour voilà, mettre sur pied ce dispositif de formation. Multimobile prend en charge tout ce qui est contenu spécifique du permis théorique et le CIEP apporte un soutien linguistique puisque l'objectif est bien de permettre à des personnes non francophones avec un niveau, voilà, on va dire inférieur à B1 d'accéder au permis théorique, à l'examen en tout cas. Donc, ça n'a pas été que simple puisqu'on est passé par 3 sources de financement différentes et ponctuelles. Donc, tout ça pour dire qu'on n'est toujours pas dans quelque chose de structurel alors que les besoins sont identifiés. Sabine l'a rappelé avec les 2 enquêtes mobilité. Et puis par la suite des initiatives comme le Passeport Drive. Donc, on constate bien qu'il y a vraiment une nécessité d'outiller les demandeurs d'emploi avec voilà, l'accès à la mobilité et notamment au permis de conduire. Mais voilà, ça ne suit pas forcément dans les faits, en tout cas avec un financement plus structurel, quoi. Mais tout ça pour dire que depuis 2007, CIEP et Multimobile ont mis en place 9 sessions de formation de 80 heures chacune, donc avec un volet, comme je vous le disais, plus soutien linguistique et puis une préparation vraiment au contenu du permis, de l'examen du permis théorique. Et puis, voilà, les personnes ne sont pas ensuite lâchées et laissées à elles-mêmes, puisqu'il y a vraiment un accompagnement et un suivi des candidats, puisque une fois on les a inscrits à la session d'examen, eh bien, il y a un retour, il y a un suivi, puis éventuellement une réinscription à l'examen, des séances d'exercice. Donc, voilà, c'est vraiment un dispositif complet qui vise vraiment à un objectif clair, celui de la réussite de l'examen du permis théorique. Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, environ 80 stagiaires ont mené à terme la formation. Et donc, on constate que le public prioritaire, ce sont soit de jeunes actifs ou alors des demandeurs d'emploi. Des demandeurs d'emploi jeunes et à qui, en fait, il ne manque que le permis de conduire pour accéder à l'emploi. C'est vraiment, voilà, c'est la petite marche qui leur permettra voilà, une vraie insertion socio-professionnelle. Ou alors, comme je vous disais, des jeunes actifs qui prennent sur leur temps de travail pour suivre cette formation et ensuite passer le permis et le réussir. Donc,
Cette formation, elle est, comme je vous le disais, assez dépendante des sources de financement. Et du coup, on a vraiment une trentaine de personnes sur liste d'attente pour l'année 2021. Et alors, on en arrive au cœur du truc, c'est que on parle d'attestations délivrées, donc jusqu'à aujourd'hui une centaine d'attestations délivrées. Pourquoi? Parce que on souhaite que ces personnes puissent passer l'examen théorique du permis en session spéciale. Donc, pourquoi? Parce que on considère que c'est les envoyer voilà, à l'échec que de les faire passer en session dite normale et qu'on souhaite qu'ils puissent avoir les aménagements nécessaires, voilà, que la session spéciale peut leur apporter. Donc, j'expliquerai un petit peu plus en quoi ça consiste par la suite. Hein. Donc, voilà, toutes les personnes qui se sont inscrites à cette formation, qui ont été inscrites à cette formation, ont passé au moins une fois l'examen du permis théorique en session spéciale et chacun des candidats s'est vu proposer une date d'examen en session spéciale et toujours précédée d'une séance de remise à niveau ou en tout cas d'exercice au préalable. Puisque l'objectif, c'est bien sûr de les faire réussir. Et que ça ne se fait pas tout seul et que ça nécessite quand même un certain nombre d'heures de travail de leur part. Donc voilà, l'examen reste payant, 15 €. Et donc, on a même des candidats qui ont parfois payé jusqu'à 8 fois 15 € avant de réussir l'examen l'examens de permis théorique. Il faut savoir aussi qu'il y a il y a eu une autre restriction, et c'est pour ça qu'on souhaite absolument qu'ils le passent en session spéciale, c'est que à partir de 2 examens passés en session normale et 2 échecs, les personnes sont tenues de repasser, d'aller en auto-école pour suivre des heures de formation payantes à nouveau. Et ça leur confère le droit de repasser l'examen, tandis qu'un examen passé en session spéciale, si c'est en session spéciale, donc avec une attestation, blabla, alors là, on peut le passer autant de fois qu'il est nécessaire pour obtenir le permis. Donc, voilà, on veut vraiment revenir sur le fait que cette session spéciale n'est pas un passe-droit, n'est pas une facilité, c'est un aménagement que notre public est tout à fait légitime à recevoir. Hein. Voilà, moi je ne vais pas vraiment pouvoir vous donner de statistiques de réussite, d'échec ou quoi que ce soit, parce que voilà, même si on fait vraiment un accompagnement post-examen, bah, vu les difficultés, et là j'en arrive vraiment au cœur du problème, vu les difficultés qu'on a avec le centre d'examen, eh bien les échecs ne sont pas révélateurs de l'implication des demandeurs d'emploi, ou en tout cas des stagiaires dans leur formation. Enfin, en tout cas, ça n'est vraiment pas révélateur de la pertinence de notre dispositif, puisque voilà, il y a vraiment des difficultés qui sont externes au public. Quoi. Donc, on est vraiment ici face à 2 types d'obstacles. Donc, un obstacle qui vient du fait que les sessions spéciales ne sont pas encore tout à fait... Enfin, la légitimité du fait que le CIEP puisse délivrer les attestations spéciales et que notre public de personnes non francophones a le droit d'accéder aux sessions spéciales, fait l'objet depuis 2017 de nombreuses rencontres avec les différents cabinets compétents. Donc d'abord le cabinet d'Antonio et puis aujourd'hui le cabinet de BU et puis bien sûr l'administration du SPW Mobilité. Et donc depuis 2017, on doit systématiquement prouver notre légitimité et aujourd'hui l'objectif est vraiment de définir les contours, de lever les obstacles et vraiment de légiférer par rapport à
cet arrêté royal qui cadre les attestations, les sessions spéciales. Donc voilà, on est à de nombreux courriers adressés à la ministre de But qui est pour le coup très très réceptive à notre combat. Et voilà, on continue à avancer. L'autre obstacle, là, ça tient plutôt au centre d'examen. Donc, il n'y a pas de mystère puisqu'il y a eu un signalement à UNIA pour des cas de discrimination de notre public. Et donc voilà, on plaide aussi pour arriver à un cadre dans les centres d'examen par rapport à ces sessions spéciales. Donc tout se cristallise autour des sessions spéciales puisque on constate que depuis 2015, eh bien, il y a de plus en plus de restrictions par rapport à un public non francophone ou en tout cas d'origine étrangère sur notre territoire. Donc voilà, nos objectifs aujourd'hui, c'est vraiment que structurellement, on puisse reconnaître le lien entre insertion socio-professionnelle, intégration et mobilité, puisque d'un côté, il y a des initiatives très porteuses comme les appels à projets Forem ou le Passeport Drive, et puis d'un autre côté, voilà, on a du mal aussi à reconnaître ce lien. On veut vraiment réussir à légiférer sur l'organisation des sessions spéciales pour un public qui pour le moment est hors catégorie parce que les sessions spéciales, enfin, l'arrêté royal qui cadre ces sessions spéciales s'adresse à un public en difficulté de lecture-écriture. Et donc, on espère, et c'est en bonne voie, on espère que soit ajoutée une petite ligne qui mentionne notre public. Voilà, parce que on ne peut pas d'un côté demander que les personnes aient un niveau B2 en français pour réussir leur permis théorique, parce que là, bien sûr, on ne parle que du permis théorique. Le permis théorique ne doit pas se substituer à un examen de langue. Voilà. Et donc, on souhaite aussi arriver à la rédaction d'un protocole pour la passation des examens du permis théorique en session spéciale. Et donc, là, c'est vraiment prendre conscience qu'il y a un nouveau public en Wallonie-Picarde et un public qui souhaite accéder à la mobilité, au permis de conduire. Et donc, à un moment donné, il faut aussi outiller, on pense, ou en tout cas former les examinateurs des sessions, à la session spéciale et rédiger une sorte de cadre ou de protocole de ce qu'est une session spéciale et la manière dont ça doit se dérouler. Et ça, c'est vraiment dans un souci de professionnalisation ou en tout cas de formation des examinateurs qui sont confrontés effectivement à un nouveau public pour lequel ils ne sont pas forcément outillés. Et puis, bien sûr, arriver à un financement structurel de ce type d'action, que ce soit dans les centres d'examen, débloquer des fonds pour l'organisation de sessions spéciales, parce que ça coûte de l'argent, bien sûr, mais aussi reconnaître l'expertise des opérateurs de terrain qui, comme ont toute légitimité à organiser ces formations. Mais bien sûr, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Et ces sessions coûtent à être organisées. Voilà. Je pense que j'ai brossé dans les grandes lignes le dispositif et puis les objectifs qu'on vise aujourd'hui. Mais voilà, je crois que c'est vraiment en très très bonne voie. Le cabinet de la ministre de But est très à l'écoute. Et donc voilà, on espère avoir de bonnes nouvelles pour septembre. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, donc au CIREC, en tout cas, depuis pas mal d'années, donc on a mis en place
une formation en lien avec la mobilité. Donc, c'est le projet Ma Mobilité. C'était dans le cadre du Fonds social européen. Donc, ça a été financé à la première programmation de 2007-2017. Et là, on avait pas mal de moyens à ce moment-là. Donc, on a mis en place ce projet-là. Donc, c'est une formation préparatoire aussi à l'examen théorique du permis de conduire pour les personnes ayant des difficultés en français. Donc, en termes de besoins, donc cette matinée, donc on est conscient des freins que notre public rencontre, en tout cas par rapport au déplacement pour trouver de l'emploi, par rapport à la mobilité des personnes. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Et surtout la barrière de la langue. Donc, les objectifs, en tout cas, de notre formation, c'est de faciliter l'insertion. Donc, on est dans la même optique, faciliter l'accessibilité, faciliter la mobilité dans le public et surtout travailler sur l'autonomie. Le public qu'on rencontre, c'est le public aussi non francophone et francophone ayant des difficultés en français. Donc, on peut être francophone et rencontrer des difficultés en français au niveau de l'écrit et de l'oral. Donc, en termes de collaboration, donc on travaille avec pas mal d'opérateurs sur la région du centre, là où il y a un public qui est drainé. Et on a aussi le public qui a été déjà évoqué à l'introduction et par Camille. C'est des personnes, en fait, qui ont déjà un permis dans leur pays d'origine. Et là, on parle plus de reconnaissance de permis de conduire. Donc, et pour avoir cette reconnaissance-là, parfois il y a des conventions et parfois non, malheureusement. Donc, l'intérêt de faire reconnaître un permis de conduire, c'est de ne pas refaire les démarches. Et si on fixe essentiellement les personnes primo-arrivantes ou les personnes donc étrangères qui arrivent sur le territoire, c'est comme si on leur demande de tout recommencer à zéro. Donc, à la fois, il n'y a pas de reconnaissance au niveau du permis et on peut aller au-delà de ça. Donc, pas de reconnaissance au niveau des compétences, au niveau du diplôme obtenu. Donc, pour avoir son permis en Belgique, pour l'échanger au service permis de conduire de la commune, il faut que ce permis-là, il faut vérifier qu'il soit reconnu. Est-ce que le permis est reconnu? Et s'il est reconnu, il y a d'autres étapes à vérifier, notamment la validité de ce permis de conduire. Parce qu'on peut avoir affaire à une personne, et là, un permis de conduire reconnu, mais malheureusement, donc en termes de validité, donc la date est dépassée. Et si la date est dépassée, donc il aura du mal à faire reconnaître son permis, malgré qu'il y ait une convention entre la Belgique et le pays d'origine en question. Donc, il faut qu'il soit obtenu lorsque la personne n'était pas résidente en Belgique. En fait, il y a un délai de 6 mois. Donc, une fois qu'on arrive en Belgique, il faut retenir ça. Donc la personne a 6 mois. C'est là la résidence, hein, c'est là son titre de séjour. Il a un délai de 6 mois, donc 185 jours, pour échanger son permis, pour se présenter à la commune et faire l'échange. Et s'il ne le fait pas dans le délai parce qu'il n'est pas au courant, parce que la personne est occupé à faire d'autres démarches, hein, notamment d'inscription en formation peut-être, faire des études et tout ça, et que la personne n'a pas l'information qu'il faudrait le faire dans les 185 jours, ben son permis donc, ne sera pas reconnu et elle est appelée à recommencer l'ensemble des démarches. J'ai eu déjà un cas par rapport à la nationalité du titulaire et du permis de conduire. Donc, parfois, donc, le cas que j'ai eu, c'est une personne irakienne qui a obtenu son permis en Iran. Elle a travaillé en Iran et revient en Irak. Le permis est reconnu. Il arrive en Belgique. Malheureusement, il n'est pas reconnu parce que le permis iranien, donc le permis est iranien et la nationalité de la personne est irakienne. Donc, il y a des conflits à chaque fois et c'est difficile. Et parfois, donc, on interpelle le médiateur de la région wallonne pour éventuellement débloquer, mais c'est très compliqué. Et le dernier, c'est il faut qu'il soit authentique. Il y a une vérification pour voir si le permis est un faux permis ou pas. Donc, à chaque fois, des démarches un peu monstrueuses, hein, donc à faire. Et la personne, suite à un manque de réseau, la barrière de la langue, est-ce que cette personne-là, cette personne migrante, est-ce que voilà, elle peut faire ces démarches-là toute seule. Donc, si elle n'est pas accompagnée par des personnes, il faut déjà être au courant que le permis, il peut être reconnu en Belgique, être au courant des conditions d'octroi d'un permis belge, donc d'octroi de la reconnaissance. Donc, en tout cas, moi, à mon niveau, quand je suis interpellé, donc je vais directement sur le site SPF fédéral, là où il y a un ensemble de pays qui sont reconnus. Donc, je reviens juste sur le permis syrien qui a été évoqué à l'introduction. C'était une introduction très riche
qui a aussi donc parlé du contenu des deux présentations en tout cas. Donc ici pour le permis syrien, effectivement, avant la crise migratoire, le permis syrien était reconnu. Il n'y a aucun problème. Donc on arrive avec un permis syrien et on introduit, on a la reconnaissance. À partir de cette crise-là de 2015, malheureusement, la reconnaissance est suspendue. Donc, on voit bien que le pays existe sur la liste de reconnaissance, mais il y a une suspension de reconnaissance. Et ben, ça, c'est une incompréhension aussi, donc au niveau du terrain. Donc, on constate ça, beaucoup de personnes qui arrivent avec leur permis de conduire, éventuellement des routiers, hein, donc ils font la route tous les jours, c'est leur métier. Et on leur demande de tout recommencer, hein, surtout la théorie qui est un peu lourde en termes d'examen, parce qu'il y a la langue qui est derrière. Donc, ce n'est pas facile, comme on l'a dit, de passer, de faire à la fois la formation, il faut qu'elle soit en français, et surtout de passer l'examen. Donc, les avantages, en tout cas, par rapport à cette formation, donc c'est une formation du CEREC, elle est étalée sur 40 heures. Donc, c'est un mois de formation, donc 40 heures de formation. Nous, on ne donne pas le cours, il y a un appel d'offres vers des auto-écoles qui sont agréées et spécialisées dans la matière. Et dans la formation, donc le formateur, jusqu'à maintenant, on a le même formateur depuis 10 années parce que cette formation a commencé déjà en 2009. On est en 2021, donc on a formé 320 personnes, hein, dans l'ensemble par rapport à l'ensemble de la formation. Et le formateur est sensibilisé à l'interculturalité, donc il a l'habitude avec ce public-là. Il y a un accompagnement à l'examen permis de conduire. Donc, il y a un seul rendez-vous pour l'ensemble des personnes, là où il y a une dynamique de groupe, donc un examen collectif. Donc, dès le départ, il y a un engagement de passer l'examen. Et au sein du public, donc on a un public qui peut, parce que décrocher cette fameuse attestation pour passer de l'examen spécial n'est pas facile. Donc le CEREC, en tout cas, n'est pas habilité à remettre cette attestation. Et il y a des opérateurs, d'autres opérateurs qui le font, notamment les réécrire. Il y a aussi tout ce qui est les écoles d'enseignement spécialisées qui le font. Donc, et d'autres possibilités pour avoir cette attestation, notamment par les logopèdes, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de frais à payer derrière pour tester le niveau de la personne. Donc, il y a un suivi des bénéficiaires en parallèle, donc à la fois donc avant l'examen et après l'examen, même au sein de la formation, on fait des simulations d'examen. Et ce qu'on a rajouté à cette formation en permis de conduire, qui a un lien direct avec l'insertion socio-professionnelle, on met en place un accompagnement en insertion socio-professionnelle. Et là, on se rend compte que notre public, parfois, donc ils ont une volonté de travailler, mais parfois, une simple inscription en forum n'est pas faite. Voilà, parce que par manque d'information, donc par méconnaissance des démarches à entreprendre en Belgique. Donc cet accompagnement-là est très important. Donc c'est une plus-value en tout cas au sein de cette formation. Donc ici, on voit sur les photos, donc il y a deux groupes différents. Donc au sein d'une auto-école. Quand on parle du public, notre public, il y a aussi des personnes belgo-belges qui ont suivi l'enseignement spécialisé ou orienté par lire et écrire. Là donc on souhaite faire donc une mixité, introduire en tout cas une mixité sociale et culturelle au sein du groupe. Parce qu'il y a aussi certaines réalités où la personne étrangère, malheureusement, en dehors de la formation, parfois ils ont du mal à rencontrer des belgo-belges. Là, c'est un accompagnement ISP. On voit deux opérateurs, hein, donc qui sont venus rencontrer notre public. Donc, pour faire part c'est une présentation d'institution et parfois on va plus loin dans la présentation du paysage, on va dire, en lien avec le trajet socio-professionnel. Ici, donc j'ai récolté donc 3 témoignages. Donc le premier, c'est le formateur lui-même, hein, qui donne cours. J'allais dire, c'est toujours le même, hein, depuis le début. Et là, c'est un témoignage donc concret, hein. Donc voilà, il dit, c'est le moniteur agréé, hein. Donc il dit qu'ils font le travail en 40 heures, alors qu'habituellement, ce sont des sessions de 12 heures. Donc en temps normal, au sein de l'auto-école. Donc c'est une formation unique à l'ensemble du public
qui viennent apprendre. Donc, c'est 2 heures de cours. Donc, on a dû faire des cours particuliers parce que justement, à 2 heures par semaine, le rythme est tellement important qu'ils n'arrivent pas à suivre. Tandis qu'ici, on peut prendre le temps de revenir, de recommencer et d'aller dans les détails. Les principales difficultés rencontrées par les apprenants sont d'ordre linguistique, que signifie intempérer ou injonction, faire la nuance entre pouvoir et devoir. Donc ici, on voit bien qu'il y a il y a une prise de conscience de la difficulté que ce public-là rencontre à la fois au sein de l'auto-école, parce qu'ici, on a un moniteur agréé. Effectivement, donc l'auto-école l'a mis à notre disposition, mais en parallèle et dans le cours aussi, il sillonne la Wallonie, parce qu'il est dans le cours un peu partout, même à Bruxelles, et il constate, même dans ces groupes à lui, qui sont propres à lui, propres à l'auto-école, il constate qu'il y a des personnes d'origine étrangère, des migrants, qui se mélangent au groupe, qui sont tiseux. Il dit, mais donc cette formation du CEREC, l'a mis au courant, donc c'est une prise de conscience de sa part, et parfois maintenant, dans ses propres formations, il interpelle ce public-là, donc parfois il revient, donc il interpelle s'ils ont compris ou pas. Donc au début, il disait qu'il ne faisait pas attention, donc avec son débit de parole et tout ça, donc il a 2 heures, il doit respecter le timing, et il passe à notre groupe, mais maintenant, sa méthodologie de travail, sa pédagogie a changé par rapport à notre public. En tout cas, l'auto-école et le formateur donc, sont conscients de cette problématique. Idéalement, en tout cas, si on peut faire des pistes, des recommandations, que les auto-écoles s'adaptent à notre public et ne pas proposer juste une formation de 2 heures lambda à tout citoyen qui arrive. Au moins faire l'effort, en tout cas, du moment qu'ils sont les premiers spécialistes de cette matière qui est très complexe, de proposer éventuellement des cours plus adaptés à notre public, quitte qu'ils soient étalés plus au lieu de 2 heures, que ce soit étalé dans le temps. Rachid, excuse-moi de te Oui, couper. Est-ce je t'en que prie. voilà, tu peux plus ou moins conclure dans 2 minutes avoir terminé? J'essaierai. Donc, les témoignages, donc on a un témoignage d'un bénéficiaire. Donc, je ne vais pas faire de commentaires, alors je vais juste lire et peut-être dans les débats, je viendrai avec mes commentaires. Donc, le bénéficiaire, donc ici, bénéficiaire d'origine tunisienne, donc avoir mon permis, c'est m'intégrer à la vie socio-professionnelle. Je suis demandeur d'emploi, au chômage. Je fais en plus une formation d'installateur électricien. Il me faut mon permis. C'est la base du travail. Donc, le public qu'on reçoit aussi, donc c'est des personnes qui sont en formation et donc métier ou qui sont déjà formés. Ici, c'est un exemple d'accompagnement à l'examen de Braille-le-Comte. Le changement de législation, effectivement, ça a été évoqué. Donc, il y a eu un changement en 2018. Donc, interprète pour l'examen, non. Par contre, pour l'examen pratique, le candidat peut être accompagné par un interprète. Voilà. Autant le garder aussi pour la théorie. Ça, c'est le modèle d'attestation relative à la demande de participation en session spéciale. Il faut qu'elle soit signée et cachetée. Témoignage d'une ASBL, donc c'est pareil. Donc, on a essayé d'interpeller certains opérateurs pour avoir le CISAM. Pas facile d'obtenir, donc parfois on a des conflits, mais voilà. Donc le commentaire qu'on a eu, c'était que monsieur n'entre pas dans les conditions puisqu'il ne souffre pas de déficience mentale ou intellectuelle. Il s'agit bien d'une question de seconde langue. On fait référence à la langue et non pas aux difficultés mentales et intellectuelles de la personne. Donc, dans le public, on a des personnes universitaires non francophones. Ils ont des difficultés en français. Ils ne peuvent pas avoir cette attestation, malheureusement. Et envoyer une personne non francophone à l'examen normal, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et le témoignage du centre d'examen, qui est aussi concret. Donc, nous organisons une session spéciale par mois et nous constatons une augmentation des demandes pour cette session. Le public aussi a évolué. Donc on voit qu'au sein du centre d'examen, donc ça ne plaît pas qu'on voit notre public arriver parce que l'attestation spéciale n'est pas destinée à ce public-là. Donc peut-être les sessions spéciales, il est temps aussi de les adapter à un public qui ne maîtrise pas la langue. Donc, les forces, c'est une formation adaptée, comme j'ai dit, elle s'étale sur un mois. Un examen collectif, ça a déjà été dit, accompagnement à l'ISP, mixité culturelle. Les faiblesses, le frein, donc la barrière de la langue reste un frein. Donc, je pense que le secteur privé devrait être interpellé, comme les auto-écoles. Le changement de législation a créé un problème énorme et a renforcé ou bien augmenté le taux d'échec à l'examen théorique. Et le plus important pour nous, on a commencé par le Fonds social européen. Jusqu'en
en 2015 et malheureusement de 2016 jusqu'en 2021. Donc, on n'est pas subsidié pour cette formation. Et le CEREC, tellement que la formation est importante parce qu'elle répond à un besoin. Donc, elle est financée via des fonds propres au CEREC. Donc, absence de soutien financé du pouvoir subsidiant, en sachant qu'à chaque session, on a entre 15 et 20 personnes donc présentes à la formation et une liste d'attente qui est ouverte toute l'année. Et cette formation est donnée rien que sur la région du centre, par manque de moyens, bien sûr. Donc voilà, je vous remercie. J'aimerais bien faire un petit mot avant pour vous dire que j'ai le sentiment, nous à Charleroi, qui avons été un peu les promoteurs d'une organisation du permis de conduire pratique dans le non-marchand et particulièrement dans les associations qui font de l'insertion socio-professionnelle. Je trouve que depuis maintenant 1 an, les planètes sont en train de s'aligner et que l'on aille dans tous les milieux, y compris au cabinet de la ministre, au forum, dans l'administration du SPW, dans les CPAS, dans les centres régionaux d'intégration, dans les CISP, dans les missions régionales, partout, on a pris conscience, je pense maintenant, que le permis de conduire pour pas mal de personnes issues de milieux moins favorisés qui ne sont pas très qualifiés constitue un atout considérable. Le Forum, d'ailleurs, avait, il y a une dizaine d'années déjà, son service d'études fait une recherche sur le sujet, mais pas rien que sur le permis de conduire. Ils avaient essayé d'isoler auprès d'une enquête en consultant leur site d'offres d'emploi quels étaient l'avantage relatif des candidats qui avaient le permis de conduire par rapport à ceux qui ne l'avaient pas. Et ils avaient abouti à une augmentation de chances d'obtenir un emploi de 17% quand on a, à qualification égale bien sûr, hein, de 17% quand on a le permis de conduire. Donc je pense que les planètes sont en train de s'aligner pour le futur et nous sommes peut-être à un moment extrêmement important dans la mesure où il y a toute une série d'appels à projets, y compris donc en Wallonie, qui doivent être déposés pour 2022, que le Fonds social européen fait la même chose. Et donc, je pense que dans une région comme le Wapi, dans votre région, il faudrait que, je ne sais pas très bien dire, un groupe de travail, ceux qui sont les plus intéressés par le sujet, se mettent ensemble pour voir s'ils ne peuvent pas trouver un moyen de régler, je ne vais pas dire une fois pour toutes, mais de commencer à régler en mettant en place une structure qui n'existe pas, en mettant en place donc l'organisation de la formation du permis de conduire pratique dans le secteur non marchand. Je dis ça parce que on ne connaît pas encore les résultats de l'expérience de cette année-ci du Forum qui, sous la houlette du cabinet, a lancé 4000 permis gratuits, mais je suis persuadé que ça va être un fiasco intégral. Comme ça a été un fiasco intégral il y a 10 ans quand on l'a fait, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas un fiasco cette fois-ci. Pourquoi? Tout simplement, les amis, parce qu'on a jeté en pâture nos candidats dans les auto-écoles commerciales. Et dans les auto-écoles commerciales, ça ne fonctionne pas. Comment voulez-vous, vous qui connaissez déjà les difficultés qu'ont nos stagiaires, qu'ont nos bénéficiaires, les difficultés qu'ils ont à obtenir une réussite théorique de l'examen théorique, comment voulez-vous que nos stagiaires réussissent en ayant 12 heures de cours dans une auto-école commerciale? C'est impossible. Et ça se reproduit au niveau de la formation pratique. On a des retours, nous, d'écoute de stagiaires qui reviennent chez nous et qui disent, oui, mais le moniteur qui m'a appris, il ne savait pas me blairer parce qu'il estimait que j'étais d'abord étranger, ensuite
ils n'acceptaient pas que je n'ai rien à payer pour mon permis de conduire. Et donc voilà, il faut savoir que si nous voulons vraiment résoudre la question du permis de conduire, aussi bien théorique que pratique, il faut qu'on s'organise dans le secteur non marchand. Il n'y a pas d'autre solution, me semble-t-il. Moi, j'ai eu un contact, mais il y a 5 ans déjà, quand nous avons créé l'auto-école sociale à Charleroi avec des amis de Multimobile à Tournai. Je ne sais pas où ils en sont. Il y a eu un changement de coordination. Puis on s'est perdu de vue. Mais je pense que ce sont des formules comme celle-là qu'il faut initier dans votre région. Merci, Monsieur Moreau. Donc, c'était une introduction Oui. à votre intervention. Je voudrais dire que moi, je suis disponible pour rejoindre un groupe parmi vous qui serait OK pour se rencontrer et pour imaginer un système. Et quand je le dis, je ne prône pas spécialement l'auto-école officielle, comme nous l'avons fait. Je peux vous expliquer pourquoi nous l'avons fait, mais peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y ait dans vos différentes sous-régions un outil qui permet aux stagiaires d'apprendre la pratique. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir eu papa, maman, papi, mamie, le parrain ou la marraine qui leur a appris à conduire, tous ceux-là, eh bien, il faut que le système non marchand, il faut que les ASBL que nous sommes mettions la main à la pâte. Monsieur Moreau, oui. Monsieur Moreau, je pense qu'il y a quelques personnes qui ne connaissent pas ce qu'est une auto-école sociale, et Oui. donc on met peut-être le pied. Non, c'est une autre expression, c'est la charrue avant les bœufs. Donc il faudrait pouvoir présenter l'auto-école sociale et de quoi il s'agit pour que chacun puisse engranger sur cette proposition intéressante que vous venez de faire. D'accord. Merci, monsieur. Et donc, nous avons un petit PowerPoint, comme vous pouvez le voir, puisqu'on est en train de nous le partager. Je l'ai déjà présenté quasi dans toutes les régions de Wallonie, à Liège, à Namur, à Soignies. Mais voilà, tout le monde trouve que c'est intéressant, mais il n'y a personne qui se jette à l'eau. C'est vrai qu'il faut qu'il y en ait un ou quelques-uns qui se jettent à l'eau. Voilà. Donc, pour clarifier les choses, surtout pour ceux qui ont passé leur permis de conduire il y a un certain temps, je fais un bref rappel. Donc, la formation en vue de l'obtention d'un permis de conduire peut se faire essentiellement via 2 filières. À gauche, vous avez donc la filière libre. Sachez que statistiquement, la moitié des élèves qui passent leur permis de conduire dans les centres d'examen viennent par la filière libre et l'autre moitié par la filière auto-école. C'est 49-51 selon les années, mais grosso modo, c'est moitié-moitié. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la filière libre, c'est évidemment la filière la moins coûteuse, surtout quand c'est papa, maman qui apprend à conduire, mais ça peut se faire à titre individuel. C'est le plus connu. C'est quand un parent ou un ami ou un parrain apprend à conduire, mais ça peut se faire aussi par une ASBL. Il existe dans un certain nombre d'endroits en Wallonie des petites ASBL qui ont simplement acheté un véhicule, qui l'ont fait équiper d'une double commande, qui le font conduire par quelqu'un qui a le brevet officiel de moniteur pratique et qui l'apprennent en dehors d'une auto-école. Ils ne sont pas reconnus officiellement auto-école, mais ils organisent donc la formation pratique. Et évidemment, en principe, ça coûte moins cher que dans une auto-école, mais surtout, ce qui est important, retenez-le bien, je dirais, c'est la pédagogie adaptée. À la fois pour la théorie que pour la pratique, le fait de prendre en main l'organisation de la formation permis de conduire, c'est le fait de pouvoir avoir affaire à des moniteurs qui développent une pédagogie adaptée et qui font en sorte que ceux qui ne connaissent pas bien le français, ils finissent quand même par réussir l'examen théorique. Et je dis celles parce que c'est bien connu que ce sont
nos amies africaines qui ont le plus de difficultés de réussir le permis pratique, eh bien celles qui ont des difficultés, si on utilise une pédagogie adaptée, elles réussissent plus facilement dans notre secteur. Alors, donc, l'autre moitié, c'est ceux qui passent l'examen dans une auto-école. Et là aussi, vous avez deux possibilités. Soit le circuit commercial, c'est ce que vous connaissez, les petites voitures avec un panneau de toit au-dessus qui indique auto-école avec un numéro. Donc, ça, c'est nécessairement une auto-école qui est agréée officiellement par le service public de Wallonie, puisque c'est maintenant les régions qui organisent la formation et les permis de conduire. Ou alors, une ASBL également, mais pour l'instant, nous sommes les seuls en Wallonie à avoir créé une auto-école sociale. Quelle est la différence entre une auto-école commerciale et une auto-école sociale? C'est essentiellement qu'en tant qu'auto-école sociale, nous ne pouvons pas, je crois que c'est la diapositive suivante, on peut la passer, nous ne pouvons former que des gens... ah non, ça sera la suivante. Mais grosso modo, vous pouvez... non, revenons en arrière, Mais ça viendra, on pourra... Voilà. Nous ne pouvons former que des personnes qui sont des demandeurs d'emploi inoccupés depuis au moins 12 mois. Je dis bien demandeurs d'emploi, ce n'est pas nécessairement chômeurs indemnisés, ce sont des demandeurs d'emploi, ou bien des bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, article 60 compris. C'est important, parce que pour les CPAS, la demande est très forte, évidemment, pour pouvoir former des personnes qui sont en article 60 et faire en sorte qu'à l'issue de leur article 60, elles aient le permis de conduire. Alors, différence donc entre la filière libre et puis la filière auto-école. Dans la filière libre, vous ne pouvez pas commencer. Donc, il y a une obligation de réussir l'examen théorique avant de commencer la formation pratique. Ce n'est pas le cas dans une auto-école. Vous pouvez très bien commencer la formation pratique dans une auto-école. Si vous n'avez pas encore réussi la formation théorique, c'est important, tout simplement parce que dans une auto-école, vous avez à côté de vous un moniteur agréé avec une double commande, et si vous faites une bêtise, eh bien, il est là. Ce qui n'est pas le cas avec un guide de la filière libre. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec un guide de la filière libre. On peut passer à la dia suivante. Oui, ça, ce sont des 3 nouveautés depuis 2018, la réforme wallonne du permis de conduire. Il y a aujourd'hui une obligation pour l'élève et le guide en filière libre, je dis bien en filière libre, de participer à un rendez-vous pédagogique avec un moniteur agréé ou dans une auto-école pendant la formation. Il y a aussi l'obligation de réussir un test de perception des risques, c'est nouveau, donc depuis 2018, dans un centre d'examen, les mêmes centres d'examen que ceux qui font passer les examens théoriques et pratiques. Ce test de perception des risques coûte 15 €. Et enfin, il y a une possibilité d'obtenir un permis de conduire provisoire. Je dis bien un permis de conduire provisoire, comme auparavant, comme avant 2018, c'est-à-dire un certificat d'aptitude à rouler seul, qui n'est pas encore le permis définitif, mais qui peut être obtenu après 20 heures de formation. On peut passer à la dia suivante. La filière auto-école, ben voilà, c'est le contraire. Il n'y a pas d'obligation d'avoir réussi l'examen théorique pour commencer la formation pratique. Je dis ça parce qu'on a parfois des candidats qui, de fait, ont suivi notre formation théorique, qui, de fait, connaissent grosso modo, qui connaissent le code de la route, pas moins bien qu'un autre, mais qui ne parviennent pas à réussir parce qu'ils ne comprennent pas suffisamment bien l'examen théorique. Eh bien, on peut ne pas attendre qu'ils aient réussi l'examen théorique, on peut tout de suite commencer à les former au niveau de la formation pratique. Dans la filière auto-école, l'apprentissage est obligatoire avec un moniteur qui est agréé, c'est-à-dire un moniteur qui a le brevet de moniteur, le brevet 2 pour les moniteurs pratiques, le brevet 3 pour les moniteurs théoriques.
le brevet 1 étant le brevet de directeur d'auto-école. Alors ça, c'est un brevet relativement qui n'est pas facile à obtenir parce que c'est un système de jury central wallon. On doit se préparer. Il y a des auto-écoles commerciales qui organisent des cours, des leçons pour se préparer à ce jury central. Il n'y a aucun organisme officiel qui le fait. Il y a l'IFA-PME de Liège qui le fait. À ma connaissance, pour l'instant, il n'y a que l'IFA-PME de Liège qui est un organisme agréé par la région wallonne et qui organise donc des formations de moniteurs. C'est important parce que les 4000 permis de conduire que la région wallonne a mis sur le marché fin 2021, ils ont été obligatoirement distribués dans des auto-écoles. C'est normal. La région n'allait pas subventionner des permis de conduire dans des ASBL sans être certaine que ces formations étaient données par des personnes compétentes. C'est un peu comme si on demandait à la région ou à l'État de donner des subsides à des associations, à un organisme de santé publique où les piqûres ne seraient pas faites par des infirmières reconnues et agréées. Ici, c'est la même chose. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est pour ça que je crois qu'il est important qu'il y ait à certains endroits de Wallonie des auto-écoles, parce que si demain, il y a de nouveau des opérations qui se font, et on en parle pour 2022, de remettre en route 4000 permis de conduire, même sans avoir évalué les premiers, eh bien, ça sera toujours les auto-écoles commerciales qui vont recevoir le pactole. Ça, il faut le savoir. Ça a d'ailleurs été possible puisque la ministre de la Formation est socialiste et la ministre des auto-écoles est MR. Alors, la ministre des auto-écoles MR s'est frotté les mains en disant « ça va donner du travail aux auto-écoles commerciales ». Donc, elle était contente. Et la ministre de la Formation socialiste était contente aussi parce que ça allait permettre à des personnes en difficulté d'obtenir le permis de conduire. Donc, il y a eu un consensus à la région pour octroyer un budget important en matière de permis de conduire, mais je continue à dire que ce n'est pas la bonne formule. Quand on en fera l'évaluation, vous verrez, ça va être une catastrophe. Il n'y aura pas 10% des candidats qui auront reçu le budget qui auront réussi en fait l'examen théorique et l'examen pratique. Monsieur Moreau, désolé de vous interrompre, je suis garante du temps, c'est pour vous dire qu'il reste que quelques minutes. Oui, d'accord. Bon, ben alors Merci. je vais aller très vite, avoir réussi l'examen. Oui. On peut passer la dia suivante. Mais notez que vous pourrez après, Madame Laurie, envoyer le PowerPoint à ceux qui le souhaitent. Et puis il y aura aussi des questions-réponses. Aux 3-4 dernières diapositives où je fais une comparaison entre l'auto-école commerciale et l'auto-école sociale. On peut passer. Ça doit être les 2 ou les 3 dernières. Comment financer son permis? Ben ça. Voilà, les avantages et les inconvénients de la filière libre et de l'auto-école. Ben, donc voilà, les moniteurs brevetés sont des professionnels, ça donne une garantie de qualité dans une auto-école. Les véhicules avec lesquels on apprend sont obligatoirement des véhicules à double commande et sont homologués. Donc, par exemple, dès qu'on a installé la double commande, on est obligé de passer au centre d'examen pour faire homologuer l'installation, pour vérifier que ça a été fait correctement. Une auto-école sociale doit obligatoirement avoir un directeur, mais pas nécessairement sous contrat de travail. Ça peut être quelqu'un qui est indépendant. Une auto-école sociale a accès au marché public. Une ASBL qui n'est pas reconnue auto-école n'a pas accès au marché public. Il y a une redevance à payer en tant qu'auto-école qui représente plus ou moins 500 € par an. On peut passer à la dia suivante. Elle continue. Donc, possibilité de former des élèves qui échouent à un des 4 examens. Ce n'est pas possible, évidemment, quand vous êtes dans la filière libre. Là, on renvoie le candidat dans une auto-école de manière obligatoire. Obligation de réussir l'examen théorique avant le début de la formation pratique, j'en ai déjà parlé.
Je dirais que pour moi, le plus important, c'est probablement le point suivant, c'est la pédagogie adaptée au public en difficulté. Je ne dis pas que ça n'existe pas en filière libre, je ne dis pas que ça n'existe pas, je l'espère en tout cas dans les petites ASBL qui font et qui préparent des formations, mais en tout cas, dans une auto-école sociale, on met l'accent là-dessus. En matière de TVA, mais ça c'est un détail. Je crois qu'il reste une diapositive. Oui, voilà. Simplement pour vous dire qu'au départ d'une première auto-école sociale qui est agréée, la nôtre à Charleroi, on peut très bien ouvrir ce qu'on appelle une unité d'exploitation dans n'importe quelle région. Ça permet de ne pas devoir engager dans les autres régions un directeur. Un directeur unique à Charleroi peut très bien devenir directeur d'une unité d'exploitation dans une autre région. Voilà, autant le savoir, quoi. L'auto-école commerciale la plus connue en Wallonie, c'est Bara. Ils ont 40 auto-écoles à travers toute la Wallonie, ils en ont même quelques-unes à Bruxelles. Mais ils ont 3 directeurs pour 40 auto-écoles. Donc, c'est vous dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un directeur d'auto-école dans chacune des unités d'exploitation où il y aurait une auto-école sociale. Bonjour tout le monde, je suis effectivement responsable de l'implantation de ProVélo Hainaut. Je fais un petit rappel rapidement, je ne sais pas si vous connaissez ProVélo, donc on est une SBL qui existe depuis bientôt 30 ans. On est principalement connu pour le brevet du cycliste qui est mené dans les écoles primaires souvent. Donc peut-être que vos enfants l'ont eu, ce brevet du cycliste, et que du coup vous connaissez ProVélo comme ça. Mais ce n'est pas que ça, puisqu'on propose aussi des formations pour les adultes, et donc ça on y reviendra par la suite. On propose aussi des ateliers de réparation et des ventes de la SNCB, donc dans toute la Wallonie. Et puis, on propose également des projets en entreprise et dans les communes, donc sur l'ensemble du territoire wallon, au départ des implantations. Et puis récemment, on a aussi mené des projets de vélo partagé. Et ça, j'y reviendrai également par la suite, puisque ça concerne les zonings. Et comme vous en parliez tout à l'heure de la mobilité dans les zonings ou dans les zones plus rurales, voilà, je voulais vous en parler également. J'ai entendu parler beaucoup de voitures et de permis de conduire. Effectivement, c'est fort demandé et les employeurs y attachent beaucoup d'importance, mais il existe des solutions alternatives et pour des personnes qui ont des difficultés à passer leur permis de conduire, mais nous, on a des beaux exemples de personnes qui n'ont pas de permis de conduire, qui se déplacent uniquement avec les alternatives, donc moyens de transport en commun et mixé au vélo, et ça fonctionne et ils n'ont pas de souci pour trouver un job. Donc voilà, je vous exposerai tout ça, comment y arriver en tout cas et comment faire en sorte que ce soit possible. Voilà, après, je suis d'accord avec vous que parfois, ce n'est pas possible et on ne peut pas s'en passer de la voiture. Donc, ma formule, c'est plutôt de dire le vélo, dès que c'est possible, on peut l'utiliser. Alors, pourquoi utiliser le vélo par rapport à tout ce que j'ai entendu depuis ce matin? Mais le vélo, dans une recherche d'emploi, ça donne une image dynamique. Une personne qui arrive à l'heure à un entretien d'embauche ou qui arrive à l'heure tous les jours au boulot, frais dispo et qui est bien réveillée après un parcours à vélo, ça renvoie à une image très dynamique et souvent ça plaît aux employeurs. Voilà, alors on est soutenu pour l'instant fortement par le développement de la mobilité active au niveau de la région wallonne, au niveau des intercommunales et au niveau des communes, puisque ces 3 pouvoirs publics développent à la fois les infrastructures. Ça va arriver, on est bien d'accord, ce n'est pas encore tout à fait le cas pour l'instant, mais il y a vraiment des budgets qui ont été alloués aux aménagements, donc ça va arriver dans les 5 prochaines années, je pense, en Wallonie. Et puis, on a par exemple les intercommunales comme YTech, donc du côté de Charleroi, IDETA du côté de Tournai, qui équipent les zonings
de vélo assistance électrique pour les employés des zonings. Donc voilà, ça offrira des alternatives et donc des vélos assistance électrique qui seront mis à disposition depuis les gares principales et qu'on pourrait redéposer dans les zonings et donc faire les trajets comme ça entre les gares et les zonings à vélo assistance électrique. Donc ça, ce sont des exemples de projets qui sont mis en place. D'ailleurs, on inaugure demain un nouvel abri vélo connecté à Gosselies, chez YTech. Et ce sont des vélos assistance électrique partagés pour les employés du zoning. Donc ça, c'est un bel exemple d'une autre mobilité quand on travaille un peu décentré d'une ville. Et puis, on est aussi aidé par la SNCB et Tech qui encourage aussi le vélo dans les transports en commun. Mais pendant toute la période de confinement, je crois que c'était jusque décembre 2020, le vélo était gratuit dans le train. Ça, c'était super parce que sinon, ça coûte vite un petit budget. Et on espère que ce soit reconduit prochainement. Ici, c'est de nouveau payant. C'est un peu embêtant. Mais voilà, en tout cas, ils mettent de plus en plus de wagons vélos dans les trains. Et donc ça facilite vraiment le déplacement quotidien à vélo et en transport en commun. Voilà, on a un petit exemple aussi de Laurent, qui est notre apprenti IFA-PME, donc qui travaille à l'implantation de Mons. Il répare les vélos. Et lui, il a 35 ans, il n'a jamais eu son permis, il fait tout à vélo, il habite dans un petit village près d'Elzel, donc vraiment dans le milieu complètement rural. Et il s'en sort très bien. Alors parfois, on le trouve vraiment très courageux quand il arrive tout enneigé au boulot et qu'il prend sa douche et puis qu'il démarre. Mais voilà, c'est possible de faire ça comme ça. Bon, il faut quand même être vraiment hyper motivé pour le faire comme ça tous les jours. Mais en tout cas, c'est possible. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter donc ce que j'avais préparé. Hop, je vais partager mon écran. Je pense que ça va aller. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui, ok, super. Donc, j'ai choisi de vous parler surtout de comment motiver les personnes à utiliser le vélo plutôt que la voiture au quotidien en tout cas, et comment vous pourriez, vous, en tant qu'opérateur en insertion, mobiliser les gens pour choisir le vélo quand c'est possible. Et surtout, pourquoi? Voilà, une petite image d'une maman avec 2 enfants, un vélo à rallonge. Ça, c'est un test qu'on propose dans toutes les implantations de ProVélo, donc à Mons, à Namur, à Liège. Donc, avec la possibilité de mettre 2 enfants sur le porte-bagages ou éventuellement pour les personnes qui ont beaucoup besoin de transporter des grandes choses, c'est un porte-bagages à rallonge et donc on peut mettre aussi des sacoches à rallonge ou des grandes choses à transporter sur le porte-bagages. Voilà, ça c'est un peu la mobilité comme on la voit nous au quotidien, donc des formules possibles pour tout public. Alors les avantages de la mobilité, donc on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est surtout sain. Donc, l'OMS recommande 30 minutes d'exercice par jour. Quand on fait les déplacements vers le boulot à vélo, on les a largement atteints, ces 30 minutes d'exercice par jour, sans devoir s'inscrire à Basic Fit, payer son abonnement pour y aller 3 fois parce que finalement, on n'est pas motivé. Et donc, voilà, ça, c'est tout bénef au niveau de la santé. On voit clairement que ça provoque une diminution des risques de cancer, de diabète, de maladies cardiovasculaires, parce qu'évidemment, on est actif tous les jours. Donc, ce n'est pas une fois par semaine, c'est vraiment tous les jours. Et puis, ça diminue la pollution de l'air. Enfin, voilà, ça, vous connaissez. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais effectivement, c'est bénéfique aussi pour les personnes qui nous entourent, puisque moins on prend la voiture, moins les enfants autour des écoles, par exemple, reçoivent le CO2 de nos pots d'échappement. Et puis, pareil, que ça allonge l'espérance de vie de 2 ans. Voilà. Alors, c'est rapide et ça, c'est vraiment prouvé, en tout cas en dessous de 5 km. Donc, quand vous avez des petits trajets à faire ou que vous quittez la gare et que vous rejoignez un lieu de travail qui est en centre-ville, là, clairement, c'est plus rapide. On n'a surtout pas de temps additionnel à prévoir. Donc, on est tout de suite là à la même heure tous les jours puisque
on dépasse les voitures en fait. Hein. Dès qu'il y a un embouteillage, on arrive à les dépasser et ça, c'est hyper satisfaisant. Moi, je le fais tous les jours à Braine-le-Comte. Je dépasse toutes les files à vélo et voilà, j'ai jamais de souci de louper mon train. Et puis, le vélo, c'est sûr. Alors ça, c'est... Je vous avoue, hein, ce n'est pas encore tout à fait le cas en Wallonie, mais plus on sera nombreux à rouler un vélo, plus ce sera sûr. Donc, plus il y a de cyclistes, plus les automobilistes ont l'habitude de voir surgir un cycliste. Et du coup, plus ils sont habitués et plus on est nombreux, évidemment, plus on prend de la place sur la route et moins il y a de voitures. Et donc, voilà, plus le vélo sera pratiqué, plus ce sera sûr. Mais pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Alors, comment encourager une mobilité à vélo? Donc, c'est ce que je vous disais, c'était surtout ça mon angle d'attaque, puisque c'est un peu votre rôle en tant qu'opérateur d'insertion. Quand vous voyez que c'est possible pour la personne par rapport aux distances à parcourir et par rapport à sa motivation, hein, parce qu'il y a aussi une source de motivation à avoir, je vais vous donner quelques petites astuces pour encourager une mobilité à vélo et peut-être mettre en place des projets vélo dans votre organisation, aussi bien pour les employés, puisque c'est toujours bien de montrer l'exemple hein, également, mais aussi pour vos bénéficiaires. Alors voilà, donc d'abord, il faut lever les freins. Puisque la première chose que les personnes vont dire, c'est « oui, mais moi, je ne sais pas rouler à vélo, oui, moi, je n'ai pas de vélo, moi, je ne sais pas par où passer, je ne sais pas rouler au milieu des voitures, et puis j'aimerais bien être aidée, y aller avec quelqu'un ». Donc, c'est souvent les retours qu'on a, nous. Alors, pour lever ces freins-là, on propose des formations « Je me lance » qui ont de plus en plus de succès, aussi bien au niveau des adultes que des enfants. Donc, les formations « Je me lance », c'est pour apprendre à rouler à 2 roues. On a beaucoup de dames d'un certain âge parfois qui reviennent nous voir et qui nous disent bah, « moi j'ai envie maintenant de rouler à 2 roues avec mes enfants qui grandissent, j'aimerais bien les accompagner ». Et donc voilà, elles suivent des formations, on fait des mix générationnels, donc les grands et les petits tous ensemble et on apprend à rouler à 2 roues. Donc ça, ce sont des formations qui pourraient être organisées au sein de votre organisme si vous le souhaitez, pour votre public directement et comme ça les personnes aussi se rencontrent et ça peut faire une sorte de team building finalement au sein de votre organisation. Donc ça, on peut le faire sur demande pour votre public ou alors les personnes peuvent s'inscrire aux formations qui sont organisées directement au sein des implantations de ProVélo. Et alors, autre formation, donc ça c'est pour le niveau supérieur, c'est la formation Ma ville à vélo. Donc ça, une fois qu'on s'est roulé à 2 roues, l'idée c'est d'aller plus loin et de pouvoir circuler dans le trafic, acquérir les bonnes habitudes, par exemple tourner à gauche, traverser un carrefour, prendre un rond-point correctement, bien marquer ses intentions. Voilà, ça c'est l'objectif de la formation Ma ville à vélo. Pareil que pour la formation Je me lance, on peut l'organiser pour vous ou vous pouvez encourager les personnes à venir la suivre, notamment à Mons. Voilà. C'est pas très cher et on peut éventuellement faire des partenariats aussi. Excusez-moi, c'est juste pour vous dire qu'il reste quelques minutes pour pouvoir laisser juste quelques minutes d'échange avant de passer aux conclusions. Ça va, mais c'est mon dernier slide, hein, donc ça va aller vite. Je passe vite ça en revue. Puis, ce qu'on a aussi comme retour, c'est qu'on ne sait pas, les personnes ne savent pas par où passer. Et donc, on peut aussi réfléchir à des itinéraires avec elles. Et ça, souvent, on le fait pendant les formations ou alors on peut le faire d'une manière autre, en atelier, par exemple, ou ce genre de choses. Mais ça, il faut que les personnes habitent plus ou moins dans la même zone. Et puis, on propose aussi, et ça marche très, très bien, c'est des tests de vélo assistance électrique. Donc, on met à disposition une flotte, on propose la formation Ma ville à vélo directement dedans et on accompagne pendant 2 mois. Donc, les personnes adoptent pendant 2 mois un vélo assistance électrique. Elles l'essayent et souvent, après, ils disent bah, « moi, je ne veux plus m'en passer, je vais l'acheter ou je vais en acheter un d'occasion. » Voilà. Et donc, ça, ils abandonnent progressivement la voiture pour utiliser au maximum le vélo assistance électrique. Ça, ce sont des projets qu'on mène avec les communes ou dans les entreprises également. Donc ça c'est un projet qui pourrait être mené, par exemple, au sein du Forum, pour les employés du Forum ou au sein de vos organisations. Donc, on peut venir avec une flotte et puis chaque employé essaye le vélo assistance électrique parce que si vous êtes convaincu, vous pourrez convaincre les autres. Voilà. Donc, c'est important aussi de mener ça au sein de vos organisations.
Et puis, partage d'expériences, événements de sensibilisation. Donc, on peut organiser aussi des balades guidées et on peut venir sensibiliser les gens avec un stand Pro Vélo. Et puis, une fois que ces personnes sont convaincues, donc une fois que vous êtes convaincus, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer cette mobilité à vélo? On peut aller plus loin et donc proposer d'autres types de vélos en mise à disposition. Donc, pareil, sous forme de test ou sous forme de vélo partagé. Avec des locations long terme. Alors, ce qui est bien aussi, c'est d'encourager la mobilité à travers l'indemnité vélo, puisqu'on sait que quand on roule à vélo, donc chaque kilomètre parcouru nous rapporte des sous. C'est pas merveilleux, ça, par rapport à la voiture qui coûte des sous à chaque kilomètre. Donc, nous, à chaque fois qu'on pédale, on a des sous. En tant qu'employé, il y a une indemnité qui est obligatoire, je pense, au sein des entreprises. Et puis, elle peut être augmentée en fonction de l'employeur, s'il est généreux ou pas, et s'il veut encourager la pratique du vélo. Voilà. Et puis, les formations mécaniques vélo, donc pour rendre les gens autonomes, une fois qu'ils savent rouler, qu'ils utilisent le vélo régulièrement, ça peut être aussi un petit team building, comment changer, comment réparer une fuite. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qui se font aussi. Et puis, des petites actions spéciales au sein de vos organismes au cours de la semaine de la mobilité qui se passe en septembre. On peut organiser des bourses à vélo. Ça peut être sympa hein, pour les personnes qui ont des vélos dans leur garage ou des personnes qui souhaitent s'équiper d'un vélo à bas prix. Et puis, des concours, des défis vélo. Voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent se faire comme ça. Et une chose que je n'ai pas dite, je pense, dans les avantages du vélo, mais c'est que le vélo, ça ne coûte pas cher par rapport à la voiture. Donc, quand vous êtes évidemment en contact avec un public qui a des difficultés financières, eh bien, le vélo, ça peut être la solution. Et d'ailleurs, nous, au point vélo de la gare de Mons, on accueille énormément de personnes bénéficiaires du CPAS, sans domicile fixe, des personnes éloignées de l'emploi. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir les aider et de les équiper dans leurs déplacements. Voilà, je terminerai par ça.